Voilà, on termine sur les perspectives. Donc aujourd'hui, la contrainte que nous avons, c'est celle-ci. Le transparent est en anglais, mais facile à comprendre. Ça, c'est les émissions de CO2 du transport en Europe, qui ont baissé grâce à la crise de 2008. Mais vous voyez que là, il faut atteindre ça en 2050. Et même d'ici 2030, il faut qu'on baisse à ce niveau-là. Or, on n'est pas du tout dans cette orientation. Surtout que dans le même temps, les flux de transport, de marchandises et de voyageurs doivent continuer à augmenter. L'Union européenne n'a jamais dit qu'elle voulait réduire la mobilité. Donc, il se trouve que dans le laboratoire, il y a une vingtaine d'années, on a travaillé sur ces questions. Parce que ce n'est pas nouveau, la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et on avait fait un travail avec nos collègues de Grenoble, de Enerdata, en disant, ben voilà les émissions de CO2 de la France aujourd'hui, en 2000, voilà ce qui serait le tendanciel. Et vous voyez que dans le tendanciel, on a fait pratiquement disparaître ici les camions. Pardon, les camions sont là, que je ne dise pas de bêtises, voilà. Donc les émissions de CO2 des camions, c'était ça. Vous voyez, c'est devenu plus faible, et on a remplacé ça par du train. Et puis on avait des scénarios de plus en plus contraignants, où on atteignait l'objectif, c'est-à-dire une division par 4 des émissions de CO2. Donc techniquement, nous, sur les tableurs, sur les modèles, on y arrivait. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors vous voyez que c'est là que les verrous apparaissent. Voilà les déplacements. On avait presque 700 milliards de passagers, 728 milliards de passagers kilomètres essentiellement en voiture, 77 en train, 37 en TGV, une centaine en avion. Et l'horizon 2050, c'était doublement de l'avion, multiplication par 3 ou 4 ou 5 du TGV, des transports, et la voiture qui plafonne. Ça, c'est le tendanciel. Et ça, c'était si on serrait les manettes. Vous voyez, la voiture restait importante, mais le TGV devenait important. Et là, on massacrait l'avion. Vous voyez, l'avion, dans ces deux scénarios, est en dessous de 2000. Alors que nous sommes aujourd'hui en France à plus 60% de l'avion, et pas en dessous. Donc ça, c'était notre scénario. On voit bien que notre scénario nous dit le TGV, on n'a pas pu le développer autant que prévu parce que ça coûte très cher, et qu'une fois que les lignes rentables ont été construites, ça coûte très cher de le subventionner. Et l'avion, non seulement il n'a pas baissé, mais il est en train d'exploser, notamment à Saint-Exupéry. Je vous donne les chiffres pour vous rassurer. À Saint-Exupéry, 2007-2017, plus 30% de passagers, moins 12% de mouvements d'avions. Parce que les avions sont mieux remplis, grâce à EasyJet, Transavia et quelques autres. Donc ce qui veut dire moins de pollution, moins de bruit, parce que moins d'avions qui se posent et qui décollent, alors qu'on a fait 30% de passagers en plus. Mais comme ça va continuer, le nombre d'avions qui décollent et qui atterrissent va réaugmenter. Regardez sur le fret, un autre problème. Le fret ferroviaire, si on voulait éviter que les camions polluent beaucoup, il fallait transférer les marchandises sur le train. Voilà, et dans notre scénario, ça marchait très très bien. Il fallait augmenter de 2,2% par an, ça semble minimum, ça semble possible. Le fret ferroviaire, regardez ce qu'on a fait. Voilà, de 2001 à 2018, on a fait moins 3,5% par an. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait pratiquement moins 40%. Donc on a raté ce qui était inscrit dans le Grenelle de l'environnement ou avant déjà avec M. Guessot, M. Jospin. Donc voilà la situation aujourd'hui. Voilà les émissions de CO2 en France, dont la partie transport. Et dans les transports, voilà ce qu'émettent les voitures, voilà ce qu'émettent les poids lourds, les véhicules utilitaires. L'avion, il est sous-représenté parce que là, on n'a pas l'avion international. Et voilà ce qui se passe pour l'ensemble des émissions du transport. Vous voyez que les émissions de CO2 diminuent en France tendanciellement, surtout depuis 2008. Mais voilà, vous voyez ici, en 2018, on est pratiquement au même niveau que 2008. Or, il faut qu'on baisse de 31% d'ici 2030. Donc ça va être assez compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez, alors que voilà le détail de l'ensemble, les diesels représentent une part importante aujourd'hui. Voilà, le transport aérien, vous voyez, ce qui est intéressant, il a beaucoup augmenté, et ça c'est le transport aérien international. Mais vous voyez que les émissions du transport depuis 2008 n'ont pratiquement pas bougé. Donc vous voyez, il faut éviter de montrer du doigt le transport aérien comme si c'était le seul gros méchant, parce que ce gros méchant-là, il fait d'énormes efforts de productivité, et en termes d'émissions, c'est pas grand-chose de plus. Je vous ai dit, 60% de passagers en plus dans les aéroports français depuis 2000, 10% de kérosène consommé en plus seulement. Donc, voilà, il y a bien un problème du transport aérien qui ne paye pas ses coûts, mais ce n'est pas parce qu'on arrêterait le transport aérien que les choses seraient fondamentalement changées.
Donc ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est résumé dans ce qu'on appelle cette identité de Kaya, ou équation de Kaya, qui vous dit, vous voulez diminuer les émissions de gaz à effet de serre, vous avez 4 variables possibles, ou 5 selon comment on compte. Soit vous réduisez la mobilité et les trafics, vous réduisez les émissions unitaires des véhicules, et vous augmentez le taux de remplissage. Par exemple, des voitures, véhicules autonomes avec 3 personnes à bord, au lieu d'une voiture avec une personne. Et puis, bien sûr, si vous pouvez faire du report modal des modes les plus polluants vers les modes les moins polluants, le ferroviaire, ça c'est bien. Toute la politique française, depuis Lionel Jospin et Nicolas Sarkozy, a été centrée sur le report modal. Les camions sur les trains, les voyageurs dans les tramways, dans les TGV, dans les TER. Cette politique a été un échec. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus de gens dans les TGV et plus dans les TER, mais l'augmentation a été très modeste par rapport au reste, et notamment par rapport à l'avion. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les politiques sont polarisées sur un deuxième levier, parce que quand on fait de la politique, il faut avoir une idée en tête, parce que deux, c'est déjà compliqué à expliquer. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est le tout électrique. Le tout électrique, baisser les consommations unitaires, le tout électrique. Et on nous présente ça comme la solution. Et bien sûr, ça va se développer, encore une fois, le tout électrique. Ça va se développer. Mais est-ce que c'est une solution? On va voir juste après que ce n'est pas évident. Et donc, ce qui va se passer, je vous le dis, pour les prochaines années, c'est que soit, c'était ma conclusion tout à l'heure de l'introduction, soit on va abandonner nos objectifs de neutralité carbone. Tout simplement, on dira dans 10 ans, dans 15 ans, finalement, on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce que Trump a anticipé. Ils n'y arriveront pas, donc c'est pas la peine de commencer à faire des efforts. C'est pour ça que c'est inquiétant. Donc, voilà, donc le troisième levier, c'est quoi? Le taux de remplissage. Bon, voilà, on peut dire à Lyon, aucune voiture ne rentre dans Lyon s'il n'y a pas 3 personnes à bord. Je ne vous dis pas la complexité du truc à organiser. Hein. Il faut faire des parkings, etc. Ou peut-être qu'il faut payer des gens qui voyageront avec vous, rien que pour être payés. Vous voyez, ça va être très compliqué. Le taux de remplissage des avions, il est déjà plein. Celui des camions, il est déjà largement fait. Les TGV, la SNCF s'en occupe. Donc le quatrième levier, bien sûr, c'est celui dont personne n'ose parler, c'est qu'il faudra réduire la mobilité. Et pour réduire la mobilité, il faut en augmenter le coût très fortement, très très fortement, pour augmenter cette mobilité. Donc vous voyez bien que mon problème avec tous ces discours sur la neutralité carbone, c'est qu'évidemment ils ont raison. Ça serait beaucoup mieux si on faisait la neutralité carbone, mais pour le faire, il va falloir prendre des mesures tellement contraignantes que vous verrez les résultats de la Convention citoyenne, dont on attend beaucoup, seront extrêmement décevants. Parce que les gens vont proposer des trucs du genre « Ah, il faut arrêter les grosses voitures des administrations à Paris ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de très grosses voitures devant l'Assemblée nationale à Paris, mais franchement, quand vous changez ça, vous changez quoi? Voilà. Et pour terminer, juste un petit graphique, pour vous rappeler que une voiture électrique, elle émet 0 CO2 quand elle roule. Donc ce qu'on appelle du réservoir à la roue. Mais pour la fabriquer et pour la recycler, on émet du CO2. Et voilà un graphique donné par l'Agence internationale de l'énergie au mois de juin dernier. Voilà, une voiture diesel aujourd'hui, elle émet à peu près 35 tonnes équivalent CO2 pendant sa vie, du berceau à la tombe. Et ça, c'est une variable plus ou moins importante selon la taille du véhicule. Ça, c'est une grosse voiture diesel, ça, c'est un SUV, et puis ça, c'est une petite. Voilà, même chose pour les autres. Et une voiture électrique, donc ça, c'est l'hybride, et ça, c'est la plug-in, c'est-à-dire c'est la voiture électrique, purement électrique, celle-ci est hybride, et celle-ci est batterie. Et donc celle-ci est plug-in, mais vous avez un moteur quand même thermique, et celle-ci, vous avez que les batteries. Voilà, une voiture batterie, ça va émettre 20, 22, 23 tonnes de CO2 en fonctionnement. Donc c'est bien par rapport à 35. On va faire des progrès. Mais nous dire qu'on va atteindre la neutralité carbone avec le véhicule électrique, ça c'est un mensonge. Donc, vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. C'est sans doute nécessaire de développer les véhicules électriques, notamment en ville, mais nous faire croire qu'avec ça, on va atteindre la neutralité carbone, c'est bien sûr quelque chose d'un peu exagéré. Donc, vous voyez, pour terminer, le propre de nos sociétés, c'est que nous sommes riches. Et quand on est riche, on aime la variété. Voilà, la preuve, je ne vois pas 2 personnes habillées de la même façon ici. Et si c'était le cas, peut-être qu'elles seraient gênées. Donc, comprendre les changements à venir suppose de bien comprendre la vitesse généralisée sociale. La société devra favoriser les modes où la vitesse généralisée sociale est forte et de ne pas favoriser les modes où, à cause des coûts externes ou à cause des coûts des subventions publiques, il faudrait développer des vitesses généralisées faibles à coups de milliards.
Et donc les politiques publiques, elles doivent agir sur les coûts comparés et pas sur les projets d'infrastructure. Et je termine juste sur la campagne électorale de Lyon, parce qu'on ne va pas trop en parler, c'est que ce que j'entends des candidats, c'est uniquement des projets d'infrastructure. Je vais faire du métro, je vais faire du tramway, je vais faire un anneau des sciences, etc. Donc on propose des éléments de mobilité supplémentaires, alors que je serais plus intéressé de voir apparaître des choses sur les différences de coûts. Voilà, je vous remercie.